Je ne perds aucun instant pour vous passer la parole. Qui souhaite s'exprimer? J'ai quelques questions aussi du chat que j'ai recueillies. J'en soumets déjà une en attendant une question dans la salle. À partir de, je pense que c'est plutôt pour le CEA. À partir de quel, donc Monsieur Leonardoni, pardon. À partir de quel moment est considéré le risque d'emballement thermique? Premier dégazage, mesure de pression, seuil de température, autre? Alors, c'est une question assez complexe. Donc déjà, premièrement, ça va dépendre de la chimie de la cellule, qu'on soit d'accord. Pour cela, on a parlé d'essais ARC avec les personnes de l'INERIS. Donc les essais ARC, en fait, nous permettent d'avoir le début de la réaction, surtout en laboratoire. Et ça permet de comparer les chimies entre elles. Il va y en sortir plusieurs conclusions. La première, c'est d'abord la réactivité de la chimie sur la réaction exotherme. Donc on va commencer à classer les cellules. On va trouver tout en bas de l'échelle les cellules NMC, NCA. On va avoir des températures de démarrage de la réaction exotherme aux alentours de 65-75 degrés. Ensuite, on va retrouver les batteries plutôt lithium-titanate, donc les LTO, un peu plus hautes. Et enfin, on va trouver les cellules LFP, où là, on va avoir un début de réaction exotherme aux alentours de 100 à 120 degrés. Donc c'est une première façon de classer les cellules. Et puis après, il va y avoir la réactivité, qui va elle aussi dépendre de beaucoup de phénomènes, notamment l'état de charge, l'état de santé, donc le SOC et le SOH. Donc là, il faudrait faire beaucoup d'essais pour croiser les valeurs. On travaille là-dessus. C'est pas forcément simple parce qu'il faut aussi avoir accès à des batteries qui ont vieilli. Connaître le vieillissement de la batterie. Merci beaucoup. Si vous pouvez me laisser le son, c'est sympa, merci. Si la chaleur joue un rôle dans l'instabilité de la batterie, qu'en est-il des températures en cas de canicule pour les véhicules électriques? Ça, c'est une question que j'aurais pu poser. Tout le monde peut répondre, mais je me dis que c'est peut-être plutôt vous qui avez la réponse. Arnaud Borde, peut-être aussi. Comme je viens de le dire, en fait, le début de la réaction exotherme est pour les plus basses aux alentours de 60 degrés. On pourrait imaginer qu'on atteigne ces températures au sein du pack batterie lors d'une forte canicule. Dans la réalité, la façon dont on mesure ce début de réaction est dans un milieu adiabatique, donc c'est-à-dire que la cellule ne peut pas échanger d'énergie avec le milieu externe. Dans la réalité, on comprend vite que la cellule peut échanger de l'énergie avec le milieu externe, elle peut dissiper sa chaleur dans l'air ou dans un fluide caloporteur. Donc il y a quand même très peu de chances qu'on arrive à atteindre le début de l'emballement thermique sur un stockage d'un véhicule à l'air. Donc non, ça paraît peu probable. Par contre, ça va avoir un effet sur la durée de vie. Une voiture qui serait stockée en permanence sur une place de parking en plein soleil, on va clairement dégrader la durée de vie de la batterie. De l'ordre de... On peut l'estimer ou... Je ne vais pas donner le chiffre, mais ça joue comme une utilisation à froid, comme d'autres choses. Donc voilà, ça va jouer. Qui souhaite s'exprimer dans la salle? Alors, il y a une question ici. Monsieur le Président aussi, je crois que vous souhaitiez... Allez. Monsieur, allez-y. Oui, bonjour. Une question concernant les incidents et les accidents. Qui êtes-vous, monsieur? Ah, pardon, excusez-moi. Emmanuel Sellier, responsable QSE pour le groupe Kion, qui est un industriel sur tout ce qui est engin de manutention. Et effectivement, je pense que c'était un petit point d'angle mort dans les risques, puisqu'on parle beaucoup de voitures et de petits équipements. Et chez les industriels, je pense qu'il y a un gros risque aussi sur tout ce qui est engin, que ce soit les chariots élévateurs, les nacelles, etc., qui sont en train d'être soit électrifiés pour le côté thermique, soit de passer d'une technologie plomb à une technologie lithium. Et je voulais savoir, si dans le BARPI, il y avait, quels étaient les types d'accidents qui avaient été relevés, puisqu'on avait eu les conséquences, mais pas trop les typologies d'accidents. Et de deux, s'il y a déjà des essais qui ont été faits sur des batteries configuration matériel industriel. Merci. Je ne sais pas qui souhaite prendre la main. Ne vous précipitez pas. Alors, Madame Le Mineur. J'ai pas en tête tous les accidents cités dans le BARPI, mais il y avait beaucoup de départs de feu, donc risque incendie, explosion, essentiellement. Je pense que tu peux... Jérôme Lesage. Non, j'ai pas de complément d'information. Je n'ai pas de complément d'information à apporter vis-à-vis du BARPI.
Par contre, des essais réalisés sur des packs batteries industriels, oui, ça se fait très couramment. Toujours dans le but de vérifier la sécurité de ces packs. Ouais, donc, Essayez de parler dans... Pardonnez-moi, vous m'entendez bien ? Merci, oui. Monsieur. Oui, bonjour, Didier Petitcola, donc de l'OPPBTP. Moi, ma question concerne les travaux sous tension. Aujourd'hui, on a à peu près 10 000 opérateurs en France qui réalisent des travaux sous tension sur les batteries. Et l'employeur, dans ce cadre-là, doit fournir des vêtements de travail qui protègent l'opérateur par rapport principalement au risque de court-circuit dans ces cas-là. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui pour déterminer l'effet thermique du court-circuit, c'est de connaître le court-circuit sur ce type de batterie. On a pas, autant sur les installations, on a des calculs et on sait sur chaque armoire déterminer l'intensité de court-circuit. Comment faciliter la vie de ces employeurs pour pouvoir déterminer facilement en fait, l'intensité de court-circuit que pourrait subir un opérateur travaillant en travaux sous tension. Alors on a pour habitude de prendre le pire des cas, donc c'est directement de relier la borne positive avec la borne négative avec la résistance de court-circuit le plus faible. Ça va nous donner le pire phénomène, donc souvent on le fait avec un pack pleinement chargé, SOC 100 et SOH 100. Ça va nous permettre d'avoir les phénomènes, donc les projections de matière en fusion. Pour le dimensionner, c'est pas forcément très simple parce que le phénomène va pas être le même selon la résistance de court-circuit. On va potentiellement avoir moins de projections, moins de fumée. J'aurais tendance à dire oui, il faut considérer le pire cas. Et puis l'humain avant tout, donc mettre de notre côté le plus de pays possible qui permettrait de manipuler en toute sécurité, donc le casque, les gants, les habits vraiment couvrant intégral. Donc maintenant, c'est bien passé dans les habitudes d'avoir une combinaison et plus seulement la blouse. Et puis après, on parlait des risques manutention, mais voilà, chaussures de sécurité et tout ce qui va avec, quoi. Donc là-dessus, l'habilitation testée est très bien faite pour la sécurité de la personne. Allez, on prend encore 3 ou 4 questions avant la pause déjeuner. J'ai vu que Madame avait un micro. Bonjour, Delphine Bougaré, groupe LDLC. Je voulais savoir si une batterie gonflée était la conséquence d'un emballement thermique ou est-ce que c'était une indication qu'il y allait peut-être en avoir un ? Nous répondrons si vous nous dites qui vous êtes, Madame. J'ai commencé par ça, Delphine Bougaré du groupe LDLC. Désolé. Alors, merci. Donc, ce n'est pas forcément la conséquence d'un emballement thermique, ça veut simplement dire qu'elle est gonflée, c'est qu'il y a des gaz qui se sont accumulés à l'intérieur, donc c'est que des phénomènes de dégradation. Donc, elle a été utilisée dans des conditions où elle a vieilli et les composés à l'intérieur se sont dégradés, donc soit les solvants sont évaporés, soit de l'hydrogène par exemple s'est formé, et voilà. Donc après elle est plus sensible, elle est plus à même d'être soumise par la suite à un emballement thermique. Oui. Il y a une question tout au fond, bonjour. Oui, bonjour, Salifou Seni du groupe Movivia, réparation et maintenance de véhicules. La question que j'ai après avoir écouté toutes ces interventions, c'est comment aujourd'hui, par rapport à la réglementation, en termes de nos activités de maintenance de réparation, un technicien doit porter des équipements de protection individuelle pour pouvoir intervenir sur une voiture. Sauf que, en fait, dans ces équipements, il n'y a pas des équipements pour protéger le risque toxicologique. Parce qu'avant d'intervenir, on ne sait pas à quoi on a affaire. Donc, ma question au niveau des différents intervenants, est-ce que la réglementation ne doit pas aller plus loin pour intégrer des équipements par rapport au risque toxicologique ? Je peux prolonger la question, parce qu'on a eu une question tout à l'heure sur le chat. Est-ce que le futur règlement de l'Union européenne sur les batteries qui vont être soumises à l'avenir au marquage CE est susceptible d'améliorer la situation en termes de sécurité ? C'est un prolongement. Je me permets, monsieur. Alors, je vais tenter de répondre sur la question réglementaire. Donc, la directive batterie est effectivement en reformation. Elle est actuellement à l'étape de trilogue, donc on sait à peu près ce qu'elle va contenir. Il y a des aspects sécurité qui seront traités, notamment via une demande de normalisation au Sénélec qui devrait avoir lieu d'ici 2-3 ans. Donc on ne sait pas encore exactement ce que ça va contenir sur les aspects sécurité, mais ça sera traité.
Sur les aspects toxiques, une batterie, a priori, tant qu'elle n'a pas eu l'emballement thermique, il n'y a pas de raison qu'elle pose un risque toxique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation. Et actuellement, c'est vrai que la réglementation sur les risques porte principalement sur le risque électrique, qui est le principal risque pris en compte sur le démantèlement de ces véhicules. Puisqu'a priori, le risque toxique, on va tout faire pour l'éviter, puisqu'on va tout faire pour que la batterie parte en emballement thermique. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Si quelqu'un de l'INRS peut-être veut compléter. On a alors 1, 2 et le président, et ensuite on arrêtera parce qu'il est déjà 12h48. Allez-y. Oui, bonjour, Pierre Chauffour, je travaille dans l'équipe électromobilité de Renault Trucks. Donc j'avais une question, j'ai entendu qu'on ne devait pas laisser une batterie en charge sans surveillance. Quid d'un véhicule en charge? Et moi je vais compléter, quid de mon téléphone toutes les nuits? Personne? Et voilà, il n'y a plus personne. Voilà. Des choses simples. La vie courante. Je vous taquine, bien sûr. Oui, c'est ce qu'on a dit. Je comprends bien la problématique. Admettons, dans un centre logistique, qu'on ait 50 ou 60 appareils en charge en même temps. Normalement, le BMS, il est là pour ça. C'est lui qui a l'intelligence de la batterie. Donc, normalement, c'est lui qui est censé surveiller la batterie. Donc, quand on dit on laisse une batterie sans surveillance, c'est pas totalement vrai, dans le sens où il y a toujours le BMS qui vient superviser tous les organes de sécurité de la batterie et qui vient périodiquement faire des mesures de température, de mesures de courant pour s'assurer que l'on est bien dans des bonnes conditions de charge et qu'on correspond aux réglementations du fabricant. Le BMS est aussi capable de limiter le courant de charge, surtout en fin de charge quand on passe dans des phases d'équilibrage de la batterie. Donc il est capable de prendre le dessus sur le système et de limiter les performances du chargeur lorsqu'on atteint des seuils qui arrivent en fin de charge ou une mise en sécurité. Il y avait... je vois pas bien. Monsieur, pardon. Non, oui, bon. Les projecteurs, là. Allez-y. Bonjour, Bertrand Gascoigne, société Logi Concept. Je me posais la question concernant la réglementation R100, donc concernant les véhicules électriques, et le parallèle avec le rétrofit. On sait qu'aujourd'hui, les batteries peuvent venir de n'importe quel pays et que l'installateur doit être français. Concernant les essais destructifs, est-ce que toutes ces batteries répondent à des normes, auront des essais, ou on le découvrira lorsque ce sera installé sur le véhicule? Merci. Si on n'a pas la réponse tout de suite, on cherchera évidemment la réponse. On pourra la formuler bien plus tard, évidemment. L'idée n'est pas de vous mettre en... Mais tentez. A priori, à ma connaissance, toutes les batteries qui sont en circulation doivent vérifier donc la norme R100. Donc il y a différentes manières de passer la norme. Suivant les tests, il peut être fait au niveau module ou pack, en montrant que le résultat d'essai sera le même à l'échelle véhicule. Pour ces batteries qui font du rétrofit, il faut clairement passer le R100 au niveau de la batterie. Donc la batterie, par exemple, le test crush que Jérôme a montré tout à l'heure, il crush la batterie. Les constructeurs, typiquement en France, Renault ou Stellantis, peuvent choisir de passer cette étape de crush à l'échelle véhicule. Donc ça peut être peut-être un poil plus facile pour eux parce qu'ils ont tous les éléments du véhicule qui peuvent venir moyenner les effets. Dernière question. Bonjour, Bernard Salengro. En tant que médecin du travail, je m'occupe d'ateliers d'engins de construction et de travaux publics. Et j'ai jamais trop fait attention que mes mécaniciens qui manipulent les batteries aient une formation électrique très poussée. Mais quand je vois les risques des batteries lithium, je me dis qu'il faudrait qu'ils aient une formation. Et ma question, c'est est-ce que ces manipulateurs de batteries lithium doivent avoir l'habilitation électrique? Merci, Président. Oui, ils doivent avoir l'habilitation électrique à partir du moment où ils font des travaux sous tension et qu'il y a des risques d'électrocution ou d'électrisation. Mais rien n'empêche de faire ces travaux-là. Chacun peut aller bidouiller son tableau électrique chez soi et il n'y a pas d'habilitation. Le problème va se poser en cas d'accident.
Là, s'il y a une personne sur un chantier qui s'électrocute, qui sait qui va payer et vers qui on va venir pour se dire il y a eu un accident et quelles sont les causes, les conséquences. La conséquence, on la connaît. Donc l'habilitation, elle est essentielle justement pour que les personnes soient habilitées, soient formées et connaissent les risques et les dangers. Donc oui, clairement, dès qu'on vient manipuler des batteries et des éléments où il y a potentiellement des risques, oui, il faut être habilité. Alors après, pour compléter la réponse, il y a une petite astuce qu'utilisent pas mal de constructeurs automobiles, c'est que sur ces packs de véhicules qui sont autour de 600 volts, il y a un service plug. Donc le garagiste, avant d'intervenir sur le pack batterie qui est sain, il déclenche le service plug et ça coupe toute la haute tension du pack. Service plug, alors français, l'interrupteur de service, donc il est sous les sièges en général, donc il déconnecte cet interrupteur et en fait ça débranche toute la haute tension et il n'y a plus que des modules qui eux ont une tension beaucoup plus faible et qui parfois permet d'échapper à la réglementation, enfin pas à la réglementation, mais ça permet de baisser la tension pour se trouver dans un niveau de tension sûr.